Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue chez Caribe. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Christophe Manon pour la parution de Extrême et Lumineux aux éditions Verdier. Et on voulait en fait, pour débuter la soirée, commencer par en entendre un extrait. Ok. Bonsoir à tous, merci d'être là et merci à la Librairie Caribe de m'accueillir, de m'inviter. Merci beaucoup. Je vais commencer par un extrait qui parle de ces méditations un peu sur les photographies qui jalonnent le livre. Donc voilà, ça parle des photographies, les anciennes photographies. Sans des heures à rêver, à méditer sur telle ou telle photo, les considérant minutieusement, s'abîmant dans leur contemplation, examinant la vue d'ensemble autant que chaque petit élément, aussi secondaire et accessoire qu'il puisse paraître, imaginant la vie, la mort, les pensées, les impressions, les sentiments des individus ainsi saisis dans un instant d'éternité, scrutant les images non seulement avec une application et une persévérance obstinée, opiniâtre, têtue, mais également avec une bienveillance délicate et prévenante, tentant désespérément de pénétrer aussi bien dans la profondeur du papier que dans l'intimité des êtres, de les rejoindre par la pensée, de les invoquer mentalement, de fouiller, creuser, en deçà de la surface des apparences, pour ressentir de nouveau les vibrations de l'air qu'ils ont respiré, la qualité de l'atmosphère dans laquelle ils ont évolué, la teinte et la tonalité particulière de leur environnement visuel et sonore, propre à chaque époque. Allant jusqu'à espérer les toucher, les caresser, entrer en contact physique avec eux, ce genre d'exercice spirituel pratiqué avec une régularité et une ferveur presque ascétique, dans le but insensé d'effacer l'épaisseur insondable d'oubli, accumulée depuis des lustres, ainsi qu'une couche de poussière sur de vieux meubles délaissés. S'efforçant de concevoir dans leur variété, leur exubérance et leur relativité, la totalité des événements contingents qui ont présidé à la prise de vue. Chaque document apportant la preuve que quelque chose, ou quelqu'un a bien été quelque part, à un moment précis, qu'il y eut bien un frémissement, une palpitation matérielle et concrète, là où ne subsiste désormais plus qu'une trace floue et fanée, un vestige évanescent. Cherchant à reconstituer dans une sorte d'angoisse policière la trame des faits et des actes attestant d'un réel devenu inaccessible et impénétrable, hors d'atteinte, demeurant donc sur le seuil, interdit, désemparé, se trouvant dans l'incapacité de résoudre en fin de compte l'énigme, devant se contenter de supputer la destinée des créatures et des objets représentés, devinant l'inexorable extinction des générations, l'implacable et destructeur mouvement de l'histoire, sa lente, écrasante et inéluctable progression, remontant ainsi le fil des heures, le cours des jours et des années, plongeant dans la rumeur des distances temporelles, sans pour autant parvenir à entrevoir le passé à partir d'aucune anamnèse. Toutes ces interrogations ne pouvant se résoudre en suivant la voie d'aucune réminiscence, d'aucune opération de mémoire, devant par conséquent se contenter de vagues suppositions, de conjectures, d'hypothèses, qui entraînent fantasmatiquement l'esprit et l'œil intérieur dans un champ aveugle et hors du cadre, finissant, à force d'insistance et d'acuité, par flotter dans un état de semi-conscience hypnotique, éprouvant alors de menues mais fulgurantes sidérations, de brefs mais saisissants ébranlements émotionnels, ressentant un indéfinissable trouble mélancolique à la découverte de quelques détails, touchants s'ajoutant aux clichés, et qui néanmoins s'y trouvent déjà. Concentrant toute son attention sur les expressions de ces visages devenus familiers, à force de les fréquenter, les observant avec une tendresse affectueuse et nostalgique, comme si leur regard lui était adressé, lui envoyait un impénétrable et mystérieux message à travers les âges, qu'il lui appartient de décrypter et d'élucider. Ou bien comme si quelque chose d'indéfectiblement vivace, le dépassant et cependant se tenant dans une certaine proximité, se déployait à travers les siècles, franchissait les époques pour parvenir jusqu'à lui, ou encore comme si une substance à la fois immatérielle et immuable, située à l'intersection exacte du fugitif et du permanent, une immobilité vive, une éphémère durée, se manifestait, traduisant précisément la fugace constance de toute vie humaine, son invariable, violente et transitoire précarité. Les voyant vivants et sachant qu'ils ne le sont plus, qu'ils ont définitivement été emportés par la houle fatale de l'existence, leur attitude exprimant une tragique et douloureuse alarme, cette blessure inguérissable et éternellement renouvelée,
du temps qui passe et de la mort qui frappe, devenu en quelque sorte témoin d'une catastrophe qui a déjà eu lieu. Ces émanations en apparence surnaturelles du passé, obtenues en fait grâce à un simple procédé technique consistant à fixer l'image des sujets par l'action de la lumière sur une émulsion chimique, en provoquant de minuscules agrégats de cristaux de sel d'argent qui se déposent sur une surface impressionnable, confirmant que ce que l'œil voit a bien été. Le rayonnement lumineux émis par telle ou telle personne, ayant imprégné la plaque sensible et parvenant au présent tel éclat différé d'un astre à travers les astres infinis, les espaces infinis. Écrivant néanmoins, animé non pas de pitié ni de compassion, ni même s'évertuant à apaiser un quelconque courroux ou une prétendue détresse des disparus, mais veillant avec une précaution minutieuse sur des milliers de souvenirs qui ne lui appartiennent pas et qui toutefois ne peuvent se dissoudre, résistent à l'érosion, refusent résolument de s'évaporer, les entourant pour ainsi dire d'une enveloppe protectrice de mots, leur adressant une protestation d'âme. Voilà. Merci beaucoup. On est vraiment très heureux d'accueillir Christophe Manon. Pour moi, ce texte a été vraiment un très gros coup de cœur de cette rentrée. En même temps, quand je l'ai invité, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que c'est un texte dont il est extrêmement difficile de parler. Évidemment, impossible de le résumer, mais c'est un texte qui est vraiment magnifique et fascinant par son rythme, on l'a entendu, et par ses coupes. Alors Carole Zalberg, qui était invitée comme libraire d'un soir très récemment, a parlé du texte avec un adjectif que j'ai trouvé très beau, en disant qu'il était éruptif. Et c'est vraiment ça. Donc le livre, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui le connaissent, parcourt une mémoire qui est reconstituée par des moments, par des images, à partir de différentes choses, à partir de photographies fanées, éparpillées, à partir de souvenirs de mémoire vivante ou à partir de recherches dans des documents, des traces. Alors il y a différents fils qu'on suit qui se recroisent, une famille de forains et d'acteurs, donc un clan de saltimbanques ambulants qui sillonnaient les campagnes avec leur théâtre mobile. Il y a un hameau perdu dans la campagne, une campagne plutôt inhospitalière. On croise un personnage d'une paysanne qui est éternellement vieille. Il est même dit comme si elle était dispensée de la mort par décret divin. Une vieille ferme encombrée de tas d'objets. Il y a des moments qui semblent plutôt de l'ordre de la mémoire vivante, même si tout est d'une intensité quand même très forte. Il y a des moments d'ivresse, il y a des soirées d'alcoolisation, parfois assez méthodiques. Il y a des moments de violence, il y a des scènes de sexe absolument étincelantes, avec des femmes dont on peut dire souvent qu'elles dominent bien leur sujet. Il y a des moments exaltés, il y a des moments d'une très grande sensualité. On ne sait pas forcément ce qui les rattache, mais toutes ces scènes sont décrites de manière très minutieuse. Et c'est l'impression que, comme la mémoire qui se fixe sur des détails, et ces détails qui donnent à leurs souvenirs toute leur ampleur et toute leur puissance d'évocation. Et puis la deuxième chose qui est extrêmement magnifique dans ce texte, c'est les coupes. Donc on entre déjà dans le texte par un mot trompé, war, puis blanc. Puis en fait le passage d'une scène à une autre se fait par un mot coupé en son centre, et c'est ces décrochements. Et on a l'impression vraiment que ça épouse le mouvement de la mémoire, les associations, les mouvements de coq à l'âne, et puis ses capacités de métamorphose de la pensée et des souvenirs. Et toutes ces scènes se suivent comme ça par un mot sectionné qui est comme un trait d'union, et c'est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est des scènes, des souvenirs suscités soit par des documents disparates, soit par des moments. On a des destins qui s'entrecroisent, des scènes violentes, exaltées, douces. Il y a une citation en exergue de John Ashbery, donc le poète américain, qui dit « Des petits faits étincelants, bariolés ou sombres, graves ou vivaces ». C'est vraiment ça. Donc c'est un maelstrom de voix, c'est des paroles d'une grande intensité et qui relient en même temps tout ce qu'on croise, tout ce qu'on lit à l'expérience de chacun. Donc vraiment un texte superbe. J'avais envie, bon, une des choses qui est très impressionnante, je pense qu'on l'a entendu dans la première lecture, c'est le rythme du texte, voilà, qui évoque justement les mouvements de la pensée, coq à l'âne. Et en fait, j'avais envie de savoir quel avait été le point de départ du texte, sa genèse. Est-ce que c'était le flux? Est-ce que c'était cette idée de retranscrire la pensée? Toute autre chose? Comment il était? En fait, j'avais des scènes comme ça, un peu obsédantes, que j'avais envie de... Enfin,
que j'avais envie d'évoquer, enfin que j'avais envie de dire, quoi, quelques scènes vraiment, on pourrait dire presque fondatrices, enfin. Donc je voulais en faire, essayer de les dire, quoi, et tourner autour, parce que je suis pas sûr que la langue puisse faire autre chose que tourner autour du réel, en fait, enfin, pour essayer de le rendre. Et donc voilà, ça commençait par ça. Aussi, j'avais aussi un matériau, enfin des matériaux qui étaient des photographies et certains documents qui étaient en ma possession, mais, mais au fond, ça m'importait peu de savoir. Bon, c'est des documents, enfin, disons familiaux, mais ça m'importait assez peu de savoir à qui ils appartenaient, de quel. Voilà, j'ai pas mené d'enquête spéciale là-dessus, mais c'était pour moi des objets de rêverie, de méditation, en fait. Je pouvais, enfin, comme j'en parle, en fait, ça me permettait voilà, de rêver à des choses, et en fait. Très vite, je me suis dit, en fait, c'est comme si c'était le roman d'une mémoire, en fait. Donc, une mémoire, je pense qu'elle est à la fois constituée de nos propres expériences personnelles, mais qu'on est aussi, enfin, ou d'une conscience, et qu'on est aussi comme si traversé par ce qui a pu nous précéder. C'est aussi quelque chose sur les générations, en fait. Et d'où le fait que je me mette à parler de personnes enfin forcément disparues, parce que ce sont des photos vraiment très, très anciennes, et parce que pour moi elles ont la même enfin elles existent dans le présent, enfin il y a quelque chose comme ça, elles existent à travers nous, et c'est aussi pour ça que je nommais pas les gens. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'on y viendra, je sais pas, mais c'est aussi pour ça que je nomme pas les gens dans le... Enfin, ils ont juste un terme vague qui les définit comme étant le garçon, la fille, le vieux, la vieille, etc. Parce que comme le dit l'autre citation en exergue, le visage qu'on voit sur de vieilles photos est à peu près, enfin c'est le même en fait que celui de nos amis contemporaines. Et donc je voulais rendre ça comme si c'était tous les mêmes en fait, comme si on était... Voilà, comme si tout le monde était, je ne sais pas si on peut dire vivant, mais enfin comme si toute cette vie, qu'elle soit passée ou présente, enfin, soit au même niveau, quoi. Je trouve que c'est une des choses qui est vraiment magnifique dans le texte. Justement, c'est à la fois cette mémoire vivante et ces souvenirs. On a une intensité qui est la même. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce principe de coupe, les mots qui sont coupés en deux? On a l'impression à la fois que c'est soit le reflet des sauts de la pensée, soit des couches sédimentaires comme ça de la mémoire. Ouais, c'est un petit peu ça. Après, en fait, ça me permettait de tisser un lien aussi, en fait. Parce que bon, effectivement, c'est des séries de scènes comme ça, qui à la fin, enfin, forment un tableau, une constellation, enfin quelque chose de cohérent. Mais effectivement, on passe d'un temps à un autre, et on passe aussi presque d'une tonalité, presque d'un éclairage différent, d'une couleur différente à chaque fois. Et il y a comme ça des tonalités qui se retrouvent. Mais ça me permettait d'avoir une espèce de fil que je pouvais nouer, puisque ça me permet de rattacher ou casser pour pouvoir passer en fait d'un paragraphe à un autre, quoi. Après, c'est une qui m'est tombé dessus un peu. C'était pas un projet formel au départ. Ça, j'insiste beaucoup parce que on me demande beaucoup pourquoi ces phrases longues, etc. Enfin, c'était pas un projet. Je me disais pas tiens, je vais faire des phrases longues et je vais couper. Et voilà, je voulais pas un projet formel. C'est l'objet, disons, du livre qui a imposé cette forme au fond, au bout d'un certain temps d'écriture. Alors, puisqu'on parle de ces coupures, justement, il y a l'entrée dans le roman qui est le premier mot, war. Alain Nicolas a dit d'ailleurs, on entre dans le roman en ratant une marche. J'ai trouvé que c'était une expression. Ça, exactement. Oui. Alors, je voulais parler de cette scène initiale, donc elle se déroule dans un parking. Et alors, ce parking,
vous décrivez les places et les motifs. Bon, à la fois, c'est un lieu extrêmement banal, et en même temps, vous décrivez ça comme une crypte occulte, Oui. ou alors une grotte aux vastes voûtes demeurées inviolées, tandis que des peintures pariétales ultra contemporaines ornent les murs. Oui. Donc c'est un endroit banal, souterrain. Oui, c'est de grands aplats blancs en fait. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, et ça prend avec l'écriture une dimension. C'est presque de l'art contemporain en fait, c'est des grands aplats blancs comme ça. Mais, pardon, excusez-moi, je laisse finir. Non, il y a une autre chose que je trouvais très frappante dans cette première scène, c'est une scène où il n'y a pas de présence humaine. Ouais. Simplement à la fin, on a le fracas assourdissant d'une moto. Voilà, donc ça m'intéressait de parler aussi de cette entrée dans le roman, parce que c'est l'entrée dans le parking. L'idée c'était comme si on rentrait dans... Oui, on rentre dans un monde souterrain en fait. Et ensuite on va circuler dedans. Ça peut être le mot... Après on met les mots qu'on veut dessus, c'est pas forcément l'inconscient, ça peut être la mémoire, ça peut être tout un tas de choses comme ça, le passé, et donc voilà, on rentrait à l'intérieur, on circule pendant l'ensemble du roman à l'intérieur, on peut monter, descendre, varier comme ça, et puis à la fin on ressort par l'entrée initiale. Voilà, c'était un petit peu l'idée, sachant que ça me plaisait assez bien aussi de mettre un endroit très impersonnel, assez, enfin de rentrer un peu brutalement dans le texte. Alors, c'était pas pour heurter le lecteur, mais parce que ça me semblait une façon, je sais pas, enfin ça me semblait une façon d'entrer dans le sujet, quoi, en fait, par cette porte-là, disons, enfin, par cette espèce d'intériorité, quoi. Ouais. Effectivement, ça fonctionne vraiment comme une entrée. Ouais. Et après, ce que vous disiez sur le fait qu'effectivement, au bout d'un moment, même dans la description du souterrain, enfin du parking, au bout d'un moment, la description dérive un petit peu, c'est-à-dire qu'on se retrouve presque dans une grotte, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est presque imposé à moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à chaque fois que j'essayais de décrire quelque chose, que j'essayais de rentrer dans la précision, de rendre le réel, hein, en fait, plus le réel m'échappait, en fait, plus je me retrouvais avec quelque chose d'un peu hallucinatoire, d'un peu fantastique comme ça, qui surgissait presque malgré moi, en fait. C'est comme si c'était la mécanique de la langue qui mettait ça en route. Donc après, beaucoup de scènes, effectivement, où il y a des espèces de surgissements comme ça, un peu fantastiques, qui ne sont pas voulus initialement. C'est-à-dire, je me suis rendu compte vraiment en écrivant que c'était ça que produisait. C'est comme si on faisait un effet de loupe. Et en gros, si on regarde au microscope quelque chose, enfin, ça devient un autre réel, en fait. Bon, voilà. J'en profite là, puisque si j'ai pas le texte sous les yeux, mais bon, il me semble qu'effectivement les premiers mots c'est War, puis blanc, etc. Oui. Ensuite suivent un certain nombre de chiffres. Oui. Voilà, Oui. il y a un ordre qui s'efface un petit peu. Oui. Et puis après on arrive, alors il y a une moto, on entend une moto. Oui. Mais ce qui est coupé, c'est le mot mot. Oui. On a l'impression qu'effectivement au début, ce sont noir, puis blanc, etc. Ce sont les premières lettres, et qu'on arrive, et à partir du moment où arrive à se former un mot, ça coupe. Est-ce que c'est, bon, ça c'est un fantasme de lecteur, ou c'est effectivement, enfin je sais pas, je veux dire, ça, tout le monde peut élucubrer un peu des trucs. Non, mais c'est pas, non, c'est de... Des fois, les hasards de la construction font surgir des sens, en fait, qui du coup deviennent évidents. Enfin, j'ai pas voulu couper sur ce mot-là, mais quand je me suis rendu compte que ça coupait là, je me suis dit, il y a quelque chose à pas perdre, oui. Mais...
Mais c'était pas, voilà, je me suis pas dit, je vais, non, parce je vais que finir c'est là-dessus. le type d'analyse qui est un peu, qui est très très universitaire, années 70, ce genre de questions. Non, mais on moi, n'ose plus poser aux auteurs. bah non, moi je pense que c'est juste. juste. Profite. Ouais, non, mais vous avez raison. Non, mais moi je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, il y a forcément enfin, malgré tout, il y a un tout petit peu de sens qui échappe à l'auteur. Je pense qu'on contrôle très bien ce qu'on veut dire. Mais il y a forcément un certain nombre de choses qui nous échappent un petit peu. Si le lecteur y trouve... c'est ça le travail de la lecture aussi. C'est presque une autre... C'est une autre forme de création, de recréation du texte. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, là, moi c'était vraiment un hasard, quoi, en fait. Je n'ai pas cherché cet accident-là. Vous avez été conscient au moment, quand même A posteriori. Ouais. Alors, puisqu'on parle de la scène initiale du parking et de la coupure sur le bon mot, dans cette scène initiale, justement, il y a une partie des caractères qui sont sur le mur qui sont effacés. Et ensuite, on croise dans le livre, alors notamment dans des scènes de violence, souvent un homme qui est sous le choc de la violence qu'il a subie, soit parce qu'elle est inattendue, inexplicable, il ne trouve pas d'explication, il ne comprend pas, il n'arrive pas à mettre de mots sur ce qui lui arrive. Donc là, par exemple, mais enfin, comment? Mais qu'est-ce que... on a un langage comme ça qui est parlé et qui est tronqué, amputé. Comme si ça exprimait soit l'incompréhensible violence de certains épisodes de la vie, ou alors l'impossibilité de remettre des paroles sur des choses, des scènes qui sont effacées. Bah, oui, c'est ça, enfin, c'est-à-dire, je pense... En fait, c'est un peu le regard, c'est un peu la stupeur. Je pense que le point de vue, s'il doit y avoir un point de vue qui est adopté dans ce livre, c'est quand même un regard, quoi. Il y a quand même un regard qui est posé sur des scènes, quand même. Et en fait, je pense que quand on est face à des situations, n'importe laquelle, en fait, il peut y avoir une forme de stupeur, comme ça, voilà, d'incompréhension première, quoi, par rapport à toutes les informations qui nous arrivent si on ouvre les yeux. Voilà, le réel, c'est quelque chose d'assez complexe qui nous arrive par une masse d'informations, de couleurs, de sons, de choses comme ça. Et donc c'était censé rendre un petit peu la stupeur qu'on peut avoir parfois face au réel, notamment la stupeur d'un enfant dans les scènes, parce que je pense que les enfants sont parfois complètement stupéfaits par ce qui leur arrive, mais je pense que les adultes aussi, en fait. Donc, oui, c'était ça. Et puis après, il y a aussi, je pense que dans certains dialogues, ce qui se passe, c'est que je suis pas sûr qu'on entende tout ce qu'on se dit, vous voyez, quand on se parle en général. On peut faire très attention malgré tout, mais je suis pas sûr que tout passe, quoi. C'est-à-dire c'est comme quand on lit, en fait, on devine les mots avant d'avoir fini de les lire. Bah, quand on se parle, c'est pareil. Et donc voilà, donc ça permettait de laisser cette... Mais bon, c'est aussi le délitement, enfin on peut effectivement après, c'est aussi le délitement du... Enfin pas le délitement, mais enfin, tout ce qui s'efface, enfin c'est aussi quelque chose comme ça, enfin la mémoire s'efface, les mots s'effacent, ils sont tronqués, oui. Est-ce qu'on peut en entendre un deuxième extrait? Oui, volontiers. Enfin si vous voulez bien. Mais... donc là je... Il y a un passage qui se situe plutôt vers la fin, même si l'ordre, vous l'avez compris, n'est pas chronologique. Et c'est une scène, enfin c'est deux scènes en fait. Hans sur la carrosserie du corbillard dans la carcasse brillante et noire de gros insectes démarre en octant, puis s'élance avec un ronronnement onctueux pour passer la barrière qui marque la sortie de l'établissement. Abordant au ralenti un premier rond-point, puis un deuxième, puis un troisième, escorté par 4 ou 5 voitures où s'entassent des silhouettes sombres et voilées, à peine discernables derrière les vitres teintées. S'engageant avec une sorte de solennité ecclésiastique dans la rue principale, traversant la place de la mairie, contournant le monument aux morts, passant en crachotant devant l'école communale, puis devant le portail sombre et massif de l'église. Le cortège se risquant à présent dans l'étroit chemin qui monte au cimetière, en cahotant dans les ornières, tandis que les commerçants, les paysans du coin, les voisins, toutes les connaissances,
et jusqu'au dernier marmot en âge d'écarquiller les yeux, contemplent silencieusement la procession du pas de leurs portes ou aux fenêtres des étages. Les plus vieux ôtant avec déférence leur couvre-chef sur son passage, faisant le compte peut-être des derniers représentants de leur génération toujours en vie, et ne pouvant s'empêcher sans aucun doute de songer que leur trou viendra bientôt, très bientôt, beaucoup trop tôt. Toute la population des environs, donc, apprêtée et rassemblée pour l'occasion en une masse informe, curieuse et circonspecte, à présent réunie par petites grappes au pied des maigres cyprès qui bordent l'enceinte pour s'abriter de la pluie glacée, dont les fines lanières commencent à fouetter les visages rougeaux et comme ataviquement grossiers, s'agrippant à leur parapluie comme à l'existence qui leur échappe imperceptiblement, des bustes inclinés de 30 degrés dans les rafales de vent du nord qui balayent les pierres tombales, soulèvent les feuilles mortes, bousculent avec rage les couronnes de fleurs et les plaques funéraires, secouent sans pitié les larges boules ocre et mordorées des chrysanthèmes, et les chapeaux qui s'envolent et s'éparpillent dans les allées, envahis par les mauvaises herbes, des écharpes qui flottent en claquant comme des étendards au cœur d'une effroyable bataille, les pans des par-dessus qui battent les flancs, les traits qui se durcissent et se figent dans l'air glacé. Le petit garçon lisant d'une voix frêle et mal assurée un texte d'hommage, peinant à déchiffrer les mots qui lui ont été dictés la veille, s'efforçant de masquer l'émotion qui lui serre la gorge, ses paroles aussitôt emportées par d'impitoyables paquets de bourrasques, chacun trépignant d'un pied sur l'autre dans l'épaisse gadoue, puis s'inclinant le moment venu devant la fosse pour saisir une poignée de terre, ou plutôt de cette boue grasse et humide que leurs doigts experts de paysans émiettent comme pour en estimer la valeur et la fertilité, laissant tomber les mottes qui s'écrasent avec un son mat et lugubre sur le bois du cercueil, puis s'écartant en s'essuyant les mains à un mouchoir ou sur les jambes de leurs pantalons, se pressant ensuite pour tendre une poigne vigoureuse aux garçons, en affectant des mines affligées, s'en retournant un petit pas à leurs occupations sous le ciel barbouillé d'octobre, de nouveau indifférents, mornes et butés, puis plus rien ou presque. Le croissement rêveur des corneilles qui tournoient dans la lumière pâle du jour déclinant, l'horizon qui s'embrume, les os, la chair, la peau, le sang, tout ce qui a vécu se métamorphosant des gens en matière anonyme et froide, la poussière redevenant poussière, le grouillement des insectes qui commencent leur invisible besogne, un destin qui s'achève dans le sol détrempé d'un pays inhospitalier, le temps qui accomplit déjà son lent et implacable travail d'oubli, les sphères lointaines qui poursuivent leur course dans l'univers tourbillonnant, les derniers coups de pelle des fossoyeurs pressés d'en finir avec leur corvée, l'obscurité du crépuscule qui s'étend sur le monde et s'empare de la fragile menotte du garçon, perdu dans celle de la jeune. Femme dont il reconnaît dans son sommeil la voix émettant une suite incohérente de gémissements insolites, semblables à une plainte réprimée ou à un appel au secours étouffé, rejetant précipitamment draps et couvertures à ses pieds, sautant terrorisé hors de son lit, sans même songer à allumer la lampe de chevet, l'esprit peinant encore à distinguer la réalité du rêve, se ruant instinctivement et sans bruit vers la chambre voisine, dont il pousse la porte avec précaution, son imagination enfantine épouvantée, s'attendant à découvrir une scène de strangulation, ou quelqu'un en train de rendre l'âme dans d'atroces souffrances, des vêtements déchirés, éparpillés dans la pièce couverte d'éclaboussures de sang, depuis la moquette jusqu'au plafond, des objets renversés et brisés, tout un chaos révélant la résistance farouche de la victime au cours d'une lutte violente et acharnée. Ne discernant toutefois qu'une longue chevelure flamboyante, balayant frénétiquement de droite et de gauche des épaules dénudées, les avant-bras posés en appui sur le matelas, ainsi qu'un dos fléchi vers l'avant se terminant par une large croupe cambrée, dont la blancheur scintille dans l'obscurité, avec des mains épaisses plaquées sur ses hanches. Ses courbes lâches et un peu flasques s'agitant sur une paire de jambes musclées et velues, l'ensemble divulguant confusément un magma informe d'organes entremêlés, qui se chevauchent avec une ardeur effrénée et sauvage, en produisant des sonorités gutturales, une sorte non pas de soupir ni de halètement, mais de meuglement sinistre et inquiétant, comme une hideuse créature dotée d'attributs androgynes, se débattant avec hystérie dans une position grotesque. Cette monstrueuse combinaison de chair et de poils, aux membres multiples et au corps disloqué, semblant répandre autour d'elle un flux répugnant de fluide visqueux. La chose, ou bête, ou goule, ou hydre, ou harpie, ou strige, ou vampire, ou léviathan, peu importe, tournant soudain vers lui une face noire et indiscernable, dont seules ressortent 2 rangées étincelantes de dents, au-dessus desquelles flambent des yeux qui percent les ténèbres en lui lançant un regard lourd d'une menace muette, une injonction à la fois suppliante et furieuse, dont l'hostilité patente le foudroie, et le laisse littéralement médusé, suffocant, exsangue,
comme arrêté, court par quelque obstacle impalpable, témoin éperdu d'un événement mystérieux et ignoble dont il ne parvient pas à déchiffrer l'énigme. Déployant des efforts désespérés pour en percer le sens, éprouvant non pas un sentiment de honte ou de scandale, mais plutôt une sorte de répulsion associée à de la colère, un mélange d'angoisse et pour ainsi dire de révolte, quelque chose comme une montée brutale de fièvre, l'éclat tranchant d'une souffrance non identifiée, dont l'écho se répand en lui, en produisant de fortes secousses nauséeuses. Et puis plus rien, tout noir, comme si sa conscience se dérobait, se refusait obstinément à passer l'écueil, à admettre une réalité à la fois intolérable et inaccessible, impuissante non pas à l'assimiler, ni même à la digérer, mais la repoussant, la refoulant, la rejetant aussi brutalement qu'un organisme étranger, sa pensée ou ce qu'il en reste effectuant alors un dédoublement qui lui permet de percevoir ses propres mouvements, comme s'il planait, insensible et inerte, au-dessus de lui-même, spectre assistant à sa propre déroute, se voyant tourner les talons et s'enfuir en se couvrant le visage pour retourner à son refuge et s'efforcer désespérément d'où. Merci. Il y avait une expression dans le premier extrait que vous avez lu, je trouvais, c'est plutôt une remarque, une question, mais très juste, qui est à l'intersection du fugitif et du permanent. C'est une succession de scènes comme ça, fugitives, très fortes, et qui relient à des choses qui sont permanentes, qui sont la mort, le désir, la fuite du temps. Une autre chose qu'on a entendu un peu dans l'extrait que vous venez de lire, c'est il y a des personnages comme ça de paysans, parfois pauvres, quasi analphabètes, mutiques, opiniâtres, cette vision de terre inhospitalière, et puis cette volonté donc de raconter, de dire à partir d'indices fragmentaires ou d'une mémoire défaillante, ou en tout cas parcellaire, d'exhumer comme ça une hypothétique réalité et d'utiliser une langue absolument magnifique pour raconter des destins anonymes, donc il reste que des traces. Et ça, moi quand je l'ai lu, ça m'a évoqué l'œuvre de Pierre Michon, et notamment Vie minuscule. Donc je voulais savoir chez vous s'il y avait cette volonté, comme chez Pierre Michon, de donner comme ça corps de façon étincelante à des destins anonymes. La comparaison avec Pierre Michon est plus que... Enfin, voilà, enfin, m'honore beaucoup, donc c'est quand même un écrivain que j'admire beaucoup, naturellement, mais oui, il y a quelque chose comme ça, en fait. Alors, il y a le désir non pas de leur donner forcément la parole, mais de les convoquer, de les faire advenir, enfin de les rendre à nous, quoi. Voilà, enfin, ils ont pas beaucoup la parole en général, ces gens-là. Ils apparaissent assez peu, quoique la littérature s'y intéresse tout de même, mais voilà, ils apparaissent assez peu. C'est un peu quoi, les humilier, les offenser, en fait. Voilà, c'est des figures comme ça, enfin. Et ça me plaisait. Enfin, d'abord parce que c'est un territoire qui m'est pas complètement inconnu. Voilà, ça me plaît, je voulais qu'ils soient là, en fait. Et de toute façon, ils sont là. Enfin, ils sont avec moi, en fait. Donc voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien répondu à votre question, mais peut-être je trouverai mon fil. Il y a un mot que tu emploies à plusieurs reprises concernant ce dont tu parles à l'instant, c'est le mot privé de destin. C'est-à-dire que Christophe parle souvent de gens qui n'existent pas vraiment. Des gens qui sont privés de destin, privés d'histoire, qui n'ont pas d'histoire. Et c'est une manière de dire, il n'y a pas de raison pour que ces gens-là n'aient pas une histoire comme le reste de l'humanité. Ouais. D'autres en surajoutent sur leur histoire, dans certains milieux socio-politiques, et eux, on les prive tout le temps de réalité et d'histoire. Et ça, ça me paraît vraiment un fil très important dans le livre. Oui, alors ils sont privés de destin aux yeux
aux yeux du monde, quoi. Mais en fait, ils en ont forcément un, et il a autant de vertus et de valeur, quoi, ou d'importance que quelconque destin, quoi. Enfin, voilà. Après, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cœur humain. Comment c'est fait tout ça. Donc, ils sont tout à fait habilités à le représenter comme un autre. Mais je reviendrai peut-être si je peux. Non, je voudrais dire encore autre chose. Il y a une question qui m'a tracassé en lisant le livre. J'ai eu la réponse tout à fait à la fin. Dans la mesure où il parle de gens qu'on peut situer sociologiquement, historiquement, même géographiquement, pour ceux qui connaissent la région dont il est question. Je l'ai un peu truqué, mais... je l'ai truqué. Oui, mais bon. Je l'ai truqué. Je me suis demandé, mais est-ce qu'il s'agit d'un roman ou d'un récit plus ou moins autobiographique? Ah ouais, mais et finalement, j'ai trouvé la réponse, mais en tout petit, en 4e de couverture. Et j'aimerais que tu en parles un petit peu. Ah bon? Bah, il y a écrit roman. C'est ça que tu veux savoir? En 4e de couverture, petit. Non, ça te paraît... Ah bon, bah d'accord. Excuse-moi, non mais vas-y, dis-moi, c'est plus simple. Mais je me suis demandé ce que c'était quand je lisais. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est autre chose? Ah ben pour moi c'est un roman, oui. Pour toi c'est vraiment un roman? Oui, bien sûr. Mais tu sais, enfin, comme, je sais pas, enfin, toute proportion gardée, autant que le Proust, je sais pas, c'est Céline ou Claude Simon, c'est des romans. Je veux dire, ils travaillent à partir d'une matière, mais je sais pas qui peut travailler, enfin, il y a sûrement des auteurs qui ont un imaginaire suffisamment, je sais pas, foisonnant pour inventer des vies. Moi, je me contente de prendre avec du matériau que je connais. Je pense que ça, je peux en parler parce que je le connais. Et au fond, de toute façon, il est assez commun à tout le monde. Enfin, donc ça suffit. Donc voilà, je sais pas, c'est pas plus autobiographique. Moi, je suis pas l'autofiction. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que je ne veux pas rentrer dans un débat comme ça parce que vraiment, je pense pas que ce soit ni une autofiction ni une autobiographie. Je pense que c'est un roman qui se sert d'une matière en partie biographique, mais pas uniquement, parce qu'après les scènes, il y en a que j'invente, il y en a que je transforme énormément. C'est pas le but voilà. Je pense autant que ces écrivains-là, ou du moins à ma façon. Après, il me semble que enfin, une partie de la littérature qui m'intéresse parle de là où de là où on est, en fait. Comment dire, que par exemple Dostoïevski, c'est on peut pas faire plus russe que Dostoïevski. Claude Simon, c'est vraiment je sais pas, pour moi, à chaque fois que je lis les pages de Claude Simon, j'ai l'impression de sentir la France, enfin, les clochers, c'est français, quoi. Pareil pour Proust, etc. Faulkner, c'est vraiment le sud des États-Unis. Bon, à partir d'un lieu qu'on peut presque définir, je trafique un peu, mais qu'on peut presque définir, il me semble qu'on peut arriver à quelque chose qui soit commun, à une expérience qui est commune à l'ensemble, du moins de l'espèce, ou quelque chose comme ça, du genre humain, ou je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Donc je sais plus, j'ai dû déraper un peu là sur la question, mais donc c'est pas une autobiographie, quoi. Voilà. Non. C'est pas une autobiographie, je ne l'ai pas du tout lu comme ça, hein, mais j'ai eu l'impression que tu hésitais à employer le mot roman. Voilà. Mais je me suis peut-être trompé. Il n'y a pas besoin de l'employer dans le texte, enfin je ne vais pas dire roman. Dans le texte, je ne vais pas dire que la question ne se pose pas dans le texte.
pour rebondir sur quelque chose que vous disiez, moi je trouve qu'une des choses extraordinaires, c'est à la fois la singularité et la précision des scènes et de ce que vous décrivez, et en même temps le fait que ça relie chacun, enfin, chaque lecteur a une expérience. Ouais. Et alors, moi je me suis pas trop posé la question de roman, poésie, parce Ouais, que bon, voilà, je trouve que bon, c'est... ouais. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment vous étiez passé à une forme plus longue, en fait. Parce que par rapport à vos précédents livres, c'est plutôt... Ben, oui, bon... je sais pas, moi j'obéis à ce que j'ai envie de faire en fait. Enfin, est-ce que si je n'ai pas de projet ni de carrière ni quoi, enfin voilà, ça s'avère que c'est pas le premier livre que j'écris qui est écrit en prose. Après on met les étiquettes qu'on veut dessus, c'est pas super capital. Même si je pense qu'il y a vraiment des choses très très différentes. Je suis assez conscient de ce que peut être du vers. J'ai assez travaillé sur cette question pour le savoir. Donc je ne veux pas tout mettre au même niveau non plus, mais voilà, les gens sont faits aussi pour être un peu bousculés des fois. Donc après on peut... J'ai lu quelque part que c'était atypique comme roman, mais à la fois je me suis demandé ce qu'était un roman typique du coup. Parce que, enfin, c'est... Non mais on est en dehors des genres qu'on... Voilà. Donc je sais pas. C'est une forme, enfin, ouais. On est en dehors des genres convenus là dans ce texte-là, hein, à mon avis. Hein. Oui, mais il y a d'autres auteurs qui ont fait ce type de... enfin, oui, je sais pas si on considère oui, que... C'est comme si on... Enfin, Joyce a quand même fait des choses. Je veux dire, il existait, Claude Simon, ils ont fait des choses aussi quand même. Ah, ouais. Je peux vous poser une question. Réécrivez-vous beaucoup vos textes? Ah oui, ça je peux vous dire que oui. C'est ça, c'est la question que je me Ouais. pose. Ouais. Parce que bon, il y a une telle richesse dans vos pages, honnêtement, Ouais. ça me paraît, c'est extrêmement foisonnant. Ouais. Je suppose que vous avez dû revenir. Oui, exactement. En fait, j'avais des scènes, et pas toutes, mais la plupart, je les ai réécrites en permanence. En fait, le roman n'a pas de début ni de fin, et il n'était jamais, comment dire, je reprenais chacun des fragments existants, des scènes existantes, jusqu'à épuisement, quoi. J'ai presque l'impression, dans les extraits que vous avez lus, qu'il y a des correspondances inconscientes. Alors, c'est un peu idiot ce que je vous dis, hein, mais sur l'extrait, l'extrait que vous avez lu, il y a les lianes qui fouettent, les cheveux qui balayent, les trucs. Il y a des correspondances comme ça qui reviennent comme ça. Alors, c'est assez merveilleux d'ailleurs, parce que comme je disais à la dame tout à l'heure, dans les premiers extraits que j'ai entendus, j'ai eu l'impression d'une espèce de marée. Et là, c'était assez merveilleux. Et là, c'est... D'ailleurs, j'ai acheté votre livre après avoir lu le premier extrait, hein, donc par Carole Zamer la dernière fois, parce que ça m'avait beaucoup impressionné. Mais là, je suis très loin de ma première impression. Là, c'est réellement, je pense que c'est peut-être le fait que vous soyez l'auteur et que vous le lisiez vous-même qui est peut-être un peu émouvant. Et je vais vous donner une image idiote qui m'est venue en tête. Je ne sais pas si vous connaissez le film Fellini Roma. Fellini Roma, où des gens creusent et puis des images qui disparaissent. Vous savez, les images qui dans la caverne. Et ces images qui disparaissent. Alors je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Alors c'est un peu idiot, hein, mais moi je fonctionne beaucoup sur des choses idiotes, mais qui ont peut-être un sens. Et donc... Non, je peux arrêter de dire idiot. Non, mais enfin, oui, tous, de toute façon. C'est idiot, c'est pas vraiment un problème. Non, mais oui, je vois assez bien ce que vous dites. Il y a des correspondances. Alors, elles sont peut-être pas toutes volontaires, mais par exemple, les juxtapositions de fragments sont pas anodins. Ouais. Et on sent presque les disparitions, excusez-moi. Ah d'accord, oui. On sent presque les disparitions. On a l'impression qu'une idée chasse l'autre. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne un peu la pensée, peut-être. Oui, après, oui, la mienne, certainement. Ça n'échappe pas. La mémoire, vous parliez la mémoire tout à l'heure aussi ouais. convoquer, en fait, on ne convoque pas ses souvenirs.
il s'impose la plupart du temps. C'est parcellaire, enfin, on peut essayer de les convoquer, mais en général, il s'impose, et en fait, moi je pense que... enfin, moi, ils ont ressurgi, quoi. Il y a des choses qui ont ressurgi vraiment comme des espèces de bulles. En fait, je pense qu'on reçoit des tonnes et des tonnes de perceptions, de sensations. Ça fait un peu substrat, ça s'enfonce, ça disparaît, on n'en a même plus souvenir. Alors, c'est pas le coup de la Madeleine de Proust, mais quelque chose, d'un coup, les faire surgir. Mais en fait, comme ils peuvent s'être mélangés à d'autres, et ça peut être assez violent même de la façon dont ça ressurgit. Des fois, on peut se retrouver dans la rue avec bang, un truc qui revient comme ça. Mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, c'est juste paf, une image, un truc. Et donc, après quand même, tout le travail était d'essayer de les saisir quand même. C'est-à-dire que c'est très évanescent, enfin, ça file, hein. Et donc d'essayer de les rendre, quoi. Donc, au bout d'un moment, comment dire, ça devenait obsédant, c'est-à-dire que j'en rêvais, il y avait des choses avec lesquelles je vivais, enfin, voilà, ça m'habitait quand même. C'est la recréation permanente de la mémoire, en fait. Bon, voilà, donc on peut quand même un peu même si on la trafique, on peut essayer de la faire remonter quand même, mais voilà, oui. J'avais une question justement par rapport au rythme du texte. Il y a une dimension comme ça de ressassement de la mémoire et un peu de chant, parce que j'ai l'impression que c'est des phrases qui sont comme ça, comme des chants. Oui. Et pour moi, ça menait on peut le dire. Ça menait à deux questions. L'une sur l'oralité, est-ce que vous travaillez aussi de façon orale quand vous travaillez les textes? Et l'autre sur, peut-être un mot pas adapté, mais la dimension sacrée. Il y a quasiment une dimension de chant, de prière. Oui, c'est ça, de litanie, ouais, je veux bien. Après, c'est pas en termes mystiques, mais oui. Bah oui, je travaille l'oralité. Enfin, je crois que la plupart de mes camarades aussi font ça quand même. On se lit à haute voix quand même quand on écrit. Après, c'est pas un texte oral, c'est pas une langue orale. Hein. C'est pas Céline, quoi. C'est pas. Mais il y a un rythme, une musique que je travaille par la lecture orale. Enfin, du moins, ça me permet de voir, d'entendre, de sentir le texte, ça c'est sûr. Et le deuxième point. Oui, c'était sur la dimension entre guillemets sacrée. Ah oui. C'est une invocation. Bon, après, ce qui m'intéresse, c'est la matérialité des choses. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de piano sur ces questions-là. Mais après, le texte lui-même propose autre chose, et que ce soit une litanie ou un chant. Ça, je le revendique, oui. Est-ce qu'on en entend un dernier extrait? D'accord. Bon, un petit peu d'eau. Un dernier extrait. Ah oui. Alors celui-là, il faut quand même que je le présente un tout petit peu, parce que c'est un extrait... En fait, c'est un petit peu comme la construction du roman, qui est donc probablement comme ça, mais comme si d'un coup je l'avais fait, cette même construction, dans un seul fragment. En fait, il y en a deux qui reprennent ça. C'est un peu des moments un peu d'abord qui résument un petit peu, du moins celui-ci résume un petit peu presque l'intention, enfin, c'est pas un art poétique, mais qui résume un petit peu l'intention du narrateur, disons. Et voilà. Donc c'est une scène qui... Enfin, c'est pas une scène, c'est une espèce de... Vous allez voir, mais dans laquelle on peut se sentir un tout petit peu perdu, parce qu'en fait, je mêle des éléments j'accélère le tourbillon. Et donc je mêle des éléments de tous les autres fragments. Donc voilà. Je me trompe de page, si on bien. Voilà, ça.
C'est s'embrouillant, se bousculant dans son esprit. Tumultueux flot de souvenirs diffus s'en mêlant, se confondant, se télescopant sans cohérence ni sens, comme un magma pâteux et visqueux, un épais brouet débordant d'ingrédients grumuleux et indigestes. Toutes ces heures, ces jours, ces années, rompant soudain la digue de l'entendement dans un fracas vertigineux et indomptable de mots, d'images, de paroles, d'odeurs, de couleurs, de sensations, d'émotions confuses et indiscernables. Noir puis blanc, puis noir de nouveau. Ne revenant à lui que quelques minutes plus tard, aveuglé par la lumière violente et crue des néons, comme au sortir d'un long tunnel obscur. Se demandant de nouveau, soucieux, consterné, hébété, haletant. Mais qu'est-ce que... En se fait-il conçu? Salle mortuaire de l'hôpital, portant toujours le numéro 21, couloirs interminables donnant sur des portes condamnées, menant à des fenêtres aveugles. La pluie s'abattant à grosses gouttes épaisses, chaudes et retentissantes, sur ses épaules dénudées couvertes d'une constellation d'infinis grains de beauté. Se redressant soudain en déclarant dans un souffle « Viens, je vais te montrer quelque chose », se jetant l'un sur l'autre dans une furieuse et irrépressible pulsion de désir mêlée d'hostilité, se roulant dans la poussière de paille tout en se dénudant mutuellement, s'emparant de son membre pour l'introduire en elle d'un geste sûr, imprimant à ses hanches une imperceptible poussée d'avant en arrière, jambes fléchies, genoux pliés, buste incliné vers l'avant, hanches pivotées sur l'axe latéral, fesses placées un peu en retrait pour assurer l'équilibre, la tête appuyée contre son flanc couvert de croûtes de bouse séchée, autour desquelles s'affairent de grosses mouches aux reflets verts et dorés. Les yeux mi-clos, exprimant une craintive attente, une inquiète supplication, du murmurant à l'oreille, en esquissant un sourire indécent, un peu humide, le regard voilé et vaporeux. « Tu vas voir comme nous allons être heureux. » Puis ajoutant, après un bref instant, sur un ton larmoyant, presque désespéré, « Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais. Ce n'était pourtant pas compliqué, je t'aimais. » Puis s'emparant d'épis et commençant à traire en tirant d'une main experte et souple un crayon, pendant que l'autre relâche le voisin, selon un rythme rapide et régulier. Ces gestes s'accomplissant comme une sorte de rituel majestueux et tendre, accélérant le mouvement de son poignet jusqu'à ce qu'il jouisse, éprouvant alors un spasme de soulagement, une détente de tous ses membres, émettant une suite de brefs gémissements, se laissant aller en passant ses mains dans ses cheveux blonds coupés en brosses très courts, genre militaire, sirotant un verre de whisky. Comment s'appelle-t-il déjà? Roponil, Ropinol, Rohypnol, assis confortablement dans son fauteuil à bascule, déjà très ivre, les contemplant stupéfait, médusé, éperlué, en train de se livrer à un acte dont il ne comprend qu'obscurément le sens, tandis que le soleil haut et rageur baigne la scène dans une lumière blanche éblouissante, sur laquelle se découpent, en ombre chinoise, des silhouettes cauchemardesques, affalées dans les coins ou dissimulées derrière les rideaux, dont les replis, à leur tour, deviennent menaçants. Répétons, tu vas voir comme nous allons être heureux. Ayant juste pris le temps d'ôter avec empressement leurs vêtements éparpillés dans la boue, en fumant du mauvais tabac caporal, enveloppé d'un grossier papier gris de marque Caporal. Le flic non pas avançant, ni même se jetant ou se précipitant, mais glissant à la surface de la route avec une élégance quasi surnaturelle, dérivant comme un patineur artistique sous le ras électrique des enseignes lumineuses et des lampadaires, son sang mêlé au sol d'une terre inconnue, poisseuse et hostile, jonchée de mégots et de sueur de bois. Le champ noir allant et venant d'un coin à l'autre de l'appartement, avec de grandes ailes de papillons dans le dos, semblables à une flamme, l'odeur de moisi et de bois pourri, les meubles poussiéreux et rongés par les vers, les murs sales, le linoleum gras et gonflé d'humidité, les tiroirs emplis de dérisoires bibelots égarés parmi les piles de linge usé, l'affreux tic-tac de la pendule au-dessus de la cheminée, semblant lui susurrer « Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais. Tu le savais et tu le sais toujours », s'estompant peu à peu avant de s'évanouir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout cela remonté à la surface, traîné, emporté, charrié, imaginé, inventé, conçu, élaboré, trafiqué, mis en branle dans une sorte de frénésie à la fois douloureuse et jubilatoire, avec seulement un peu d'encre et du papier, comme si ces maigres matériaux suffisaient à pouvoir exprimer l'insaisissable mouvement de l'existence, le chaotique et incontrôlable flux de perceptions et de pensées, la lourde et tourbillonnante haleine du temps qui balaie tout sur son passage et transforme les êtres en ombres floues, figées sur de vieilles photographies, comme si les mots permettaient d'insuffler une quelconque force, comme s'ils étaient investis d'un supposé pouvoir d'évocation, alors qu'ils ne sont que les reflets fantomatiques d'eux-mêmes, pâles troupeaux égarés dans la lampe du sensible.
puis tout cela assemblé, compilé, distribué, disposé avec une tendresse maladroite, dans une composition hasardeuse et aléatoire, un tableau dont le cadre se dilate indéfiniment. Tout cela défilant, s'échappant, prenant des chemins de traverse, refluant vers des terres inédites, toutes ces pages peaufinées, arrangées, lues et relues, écrites et réécrites encore, obstinément, sans relâche, à espérer, désespérer, dans une transe rageuse et volontaire, tant d'efforts, tant d'heures non pas solitaires mais peuplées au contraire d'une multitude murmurante, cigarettes et whisky, toute cette débauche d'énergie, toute cette application, tout ce travail acharné. Mais alors pourquoi? Comme si cela ne suffisait pas, les livres lus, déjà écrits par d'autres, empilés, accumulés, classés, relus au besoin et si affinité. Quelle nécessité d'ajouter d'autres mots aux mots, quel impératif, de l'orgueil, de la prétention ou bien quoi? Peut-être le rêve démesuré, inaccessible et présomptueux, de tenter de saisir d'infimes éclats de vie et de ne pas les laisser s'éteindre, soufflant dessus comme sur des braises, non pas de dire le monde, car la chose est résolument impossible, mais de le célébrer, non pas de retrouver le temps perdu, mais de lui donner son épaisseur, sa mesure en quelque sorte, d'enfin produire une émotion communicable par ses propres moyens, papiesti. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous êtes tous convaincus de la dimension magnifique de ce flux, de ce texte extraordinaire. Je vous encourage à l'acheter si vous l'avez déjà, à l'offrir et à maintenant boire un verre et continuer la discussion de manière informelle avec Christophe Manon. Et merci beaucoup. À tous.